Donc là, que tu vois la fenêtre, tu as le cours, c'est bon. Oui, madame. Ok, donc on va commencer le cours sur la résonance magnétique nucléaire, RMN. Bien sûr, en deuxième année, on ne va parler que celle du proton. Donc, la RMN du proton, parce que la RMN a d'autres éléments du tableau périodique, tels que le carbone 13, tels que le fluor, le phosphore et tout ça. Donc, nous, dans ce cours, on va s'intéresser qu'à la résonance magnétique nucléaire du proton. Et je vais faire le plein écran. Je ne sais pas si ça va. Voilà. Alors, une seconde. Diaporama, madame. Non, c'est mieux, je pense. En mode diapo. Donc, alors, diapo, là. Donc, on marche Non, en diaporama. Non. non, non, madame. Et voilà, parce que j'ai trouvé Elle est l'astuce. en, elle est en non, madame. En non. En non. في la barre des tâches من فوق كاينة diaporama. Mais même تحت كاين. Ah, diapo. Non, non, c'est ça me Double cache. clic. Non. Ah, non, non. Il faut. J'ai demandé. Bon, là, c'est présenté en ligne. Attends, je vais le regarder. Service présenté en plus, service gratuit, permis d'interprétation de fichiers au diapo dans un navigateur web. Aïdik, madame, à partir du dispositif actuel. Juste à gauche. Je pense à deux. Regardez, Oui. Ragda. Ah, vous arrivez à voir? Moi, je Non. quitte. Quand tu fous la diapo. Non, elle est en Sinon, fort. partagez l'intégralité de votre écran, donc Non, non, ça marche. il faut site, il faut entrer le drive. Le drive, je partage le cours même le drive. Et là, il y a l'animation, il y a le plein écran. Mais là, ça marche pas. Donc, c'est pour ça que مصباح انا نسي ندخل في الدرايف et ما حبش. مدام Voilà. أي أونو الفوق جست هاكا حدا هذيك تاع الرينيسياليزاسيون من الفوق كامل وين كاين اورجسترومون الفوق الفوق Oui. أونو Hein? هذاك لو سامبول اللي حدا هذاك. Commenter depuis le début. Non. Démarrer وي la diapo à partir de la première diapo. وي. Ah. Ah. Vous avez quelque chose? نو. Non. Non, j'ai demandé. Et ça va pas donner ça. Il faut à partir du drive. Et le drive, ما حبش يدخل فيه. Il y a un problème. فهمت ولا. Je n'ai vous autorise ça. OK. Alors, je vais d'abord régler le problème. Vivement la fin. Je peut-être à Wadoula. Non. Problème est survenu en chargement de l'ensemble d'applications. Veuillez réessayer dans quelques minutes ou accéder à la page. Dommage. C'est dommage. Bon. المهم. Qu'est-ce qu'on peut dire de la résonance magnétique nucléaire? C'est une technique qui est assez récente. Elle n'est pas très ancienne par rapport aux autres techniques. Donc, ça s'est passé dans les années 50 où des travaux des deux bonhommes Bloch et Purcell ont pu introduire cette technique d'analyse par rapport aux autres méthodes spectroscopiques classiques. Il faut dire que la RMN actuellement, c'est la technique la plus puissante, la plus générale d'analyse pour trouver la structure d'un composé organique. C'est la plus indiquée, c'est la plus, comment dirais-je, la plus fiable. Ou elle est chère. C'est pas n'importe quel labo qui peut l'acquérir. Le principe il est très simple. Il suffit d'apprendre comment interpréter un spectre, mais la théorie pour comprendre comment on arrive à avoir un spectre, là, il faut faire beaucoup de traitements mathématiques et physiques en même temps. Et là, ça ne relève pas de ce programme. On sait que c'est sur la base de la théorie qu'on a pu aboutir au spectre RMN et expliquer un spectre RMN.
Donc, on va aborder uniquement dans ce chapitre comment interpréter un spectre RMN. Quel type de molécules peuvent être analysées ou là utilisées en RMN? Eh bien, la RMN, comme je l'ai dit la dernière fois à M. Mahmah, elle peut différencier entre deux isomères, par exemple, deux positions. Donc, vous avez la molécule en position, le méthyle en position 2 ou le méthyle en position 4, eh bien, la RMN pourra faire la différence entre les deux. Elle peut étudier les complexes utilisés en pharmacologie. Par exemple, le complexe d'aspirine et bien sûr, dans le domaine médical, tout le monde entend parler de l'IRM. Tout le monde a entendu parler de l'IRM, c'est tout simplement l'imagerie par résonance magnétique. Normalement, ils disent la nucléaire, mais pour ne pas faire peur aux malades, ils ont préféré le N. Le qualitatif nucléaire a disparu de l'intitulé pour ne pas effrayer les malades. Donc, l'IRM, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique, et bien sûr, elle montre pas mal d'indications par rapport à une radiologie normale. Alors, pour faire la différence entre l'infrarouge et la RMN, on sait que maintenant, la spectro-infrarouge donne des renseignements sur tout ce qui est fonction. Madame, excusez-moi. Madame, Oui. il y a des étudiants en attente, je pense. D'accord. Ça m'échauffe. Oui, d'accord. Tout accepté. D'accord. Je vais inviter quelqu'un. Voilà. Donc, on a dit la dernière fois, en infrarouge, on s'intéresse aux différentes fonctions qui peuvent se trouver dans une molécule donnée, alors que l'ARMN, il va nous renseigner sur le squelette hydrocarboné de la molécule, c'est-à-dire la chaîne hydrocarbonée. Alors, c'est quoi son principe, l'ARMN? Eh bien, l'ARMN, elle est basée sur l'absorption de quoi? D'ondes. Dans quel domaine? Dans le domaine radio. Donc, il y a certains noyaux atomiques qui vont absorber ce type d'ondes et des molécules, il faut qu'elles soient placées dans un champ magnétique. Donc, le principe de l'ARMN, c'est dès qu'il y a une absorption d'ondes par rapport aux atomiques qui appartiennent à une des molécules, on dit qu'il y a résonance en présence d'un champ magnétique. On va voir comment, d'abord, quel est le domaine des ondes radio. On a vu le domaine de l'UV, donc c'est les ondes lumineuses dans le visible, donc l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge. Après l'infrarouge, vous avez les ondes radar, radio, ici. Et juste avant, il y a les ondes TV. Donc l'ARMN, le domaine Taha, il se trouve dans le domaine des ondes radio. Donc ça fait partie des ondes artésiennes, mais c'est plutôt le dernier domaine, c'est-à-dire les ondes radio. Comment? Vous avez les noyaux, tu as les éléments. Ils peuvent être divisés en deux catégories. Il y a une catégorie qui possède un spin et il y a d'autres qui ne possèdent pas. Qu'est-ce que ça veut dire un spin?
Thomas, je en première année, le nombre de spins S, il peut prendre deux valeurs. Est-ce que vous pouvez me rappeler quelles sont les deux valeurs? Moins un demi plus un demi. Voilà, le plus et moins un demi. Là, on va, bien sûr, il y a d'autres valeurs. Maintenant, vous êtes en deuxième année. On vous fait savoir qu'il y a finalement d'autres atomes, d'autres noyaux qui peuvent avoir d'autres spins. Comment? Dans le cas où soit le spin ADA, c'est un demi entier, c'est-à-dire soit un demi, ou la 3 demi, ou la 5 demi, dans le cas de l'oxygène et l'aluminium. Dans quel cas on a un demi entier? C'est lorsque le nombre de protons, il est pair, et le nombre de neutrons, il est impair. Ou l'axe. Le nombre de protons, il est impair, le nombre de neutrons, il est pair. Tous ces éléments, l'hydrogène, le fluor, le carbone, etc., on peut leur appliquer cette relation, c'est-à-dire dans tous ces noyaux, on a un nombre de protons, soit il est pair ou il est impair, et le nombre de neutrons, c'est l'inverse, soit il est pair ou il est impair. On peut avoir un nombre de spins entier, c'est-à-dire soit 1, 3, 5, etc. Donc, ça, c'est le cas du deutérium, le cas de l'isotope de l'azote, l'isotope à le bord. Et là, c'est dans tous les cas, vous avez le nombre de protons et neutrons, il est impair. 1, 1, 7, 7, 5, 5. Le nombre de spins est nul. Quand il est nul, il n'y a pas de résonance. Donc, le noyau peut être étudié par RMN si son spin est non nul. Donc, le dernier cas, quand le spin est nul, c'est le cas du carbone 12, l'oxygène 16, le nombre de protons et neutrons, il est pair. Donc, un noyau peut être utilisé en RMN, c'est-à-dire il peut résonner en RMN si et seulement si son nombre de spins est non nul. Donc, soit le nombre de protons et neutrons, il est impair, soit il est pair ou il est impair, inversement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit le RMN du carbone 13, chez le carbone 12. Le RMN du phosphore 31, chez 30, etc. Donc ça, voilà comment on peut savoir si un noyau peut être étudié en RMN ou non. Donc, là, je reprends et on vous dit que les noyaux, tu as le proton, le carbone 13, le fluor 19 et plusieurs autres atomes possèdent un spin comme on vient de le voir. Ce spin-là, soit il est un demi entier, donc un demi, 3 demi, 5 demi, ou là, il est un entier, 1, 3, 5, etc. Et parce qu'ils portent une charge positive, ces noyaux-là, il y a une charge positive parce que le nombre de protons ou de neutrons, il est pair ou impair, ils se comportent donc comme de petits barreaux aimantés. C'est bon, petit genre des barreaux aimantés. Un noyau peut être assimilé à un barreau aimanté. Et là, ça va nous aider à expliquer le phénomène de résonance. Donc, quand on a un effet, un champ magnétique, ce que j'ai remplacé par une flèche verte, le champ magnétique, donc en l'absence de champ magnétique, comment sont orientés les noyaux qui sont considérés comme des barreaux aimantés? Eh bien, ils sont orientés au hasard d'une manière aléatoire. Mais dès qu'on place un champ magnétique, ces noyaux-là, ils sont orientés soit dans le sens du champ magnétique, soit orientés dans le sens inverse du champ magnétique. Donc, deux positions, soit vers le haut, soit vers le bas, selon l'orientation du champ magnétique. Donc, en présence d'un champ magnétique, les orientations sont soit parallèles ou antiparallèles au champ magnétique. Et l'état de spin parallèle, ce qui est en rouge, il est légèrement plus stable que l'état antiparallèle qui est en bleu. Alors, pourquoi on parle de cette orientation? Parce que, tout simplement, ça nous montre que les deux, cette figure-là, nous montre que les deux états de spin ont des énergies différentes. Donc, rappelez-vous
l'état le plus stable, c'est alpha, donc orienté dans le même sens que le champ magnétique. Et là, c'est l'état antiparallèle, il est moins stable. Donc, au départ, quand on n'applique pas de champ magnétique, on a la même énergie, ils sont orientés d'une manière aléatoire. Et quand on applique un champ magnétique supérieur à 0, là, on a la différence d'énergie entre deux états, l'état parallèle et l'état antiparallèle au champ magnétique. Donc, les deux états de spin ont des énergies différentes, d'où la présence d'une différence delta E. Ils tournent autour de l'axe du champ magnétique B0. Donc, il y a plus de spin alpha que de spin bêta. Ça, c'est une information qui est logique. Donc, généralement, on a beaucoup plus d'état alpha que d'état bêta. Maintenant, on sait que quand on place un champ magnétique, on a les noyaux, ils sont orientés soit dans un état parallèle ou antiparallèle au champ. Maintenant, lorsqu'on a justement, on applique une fréquence radio à une molécule, toujours en présence du champ magnétique. Et si l'application de cette fréquence radio fait passer l'état de spin d'un spin parallèle à antiparallèle, là on dit que le noyau est en résonance. Ça veut dire qu'il résonne et donc il va donner un spectre RMN. Donc, voici la condition pour laquelle un noyau peut résonner en RMN. Donc, je répète, en présence d'un champ magnétique, si l'état de spin, si en appliquant une fréquence radio, donc une longueur d'onde lambda, donc qui dit lambda dit énergie, qui dit énergie dit h nu. Donc, quand on applique une fréquence radio et on a un état de spin qui passe un état X à un état moins X, là, on dit qu'il y a résonance. Alors, quand il y a résonance, qu'est-ce qui se passe? L'état alpha, il va passer à l'état excité. Donc, de plus 1,5 et déjà moins 1,5. Et voilà, on a un état excité où les deux électrons vont occuper l'état antiparallèle. Alors, théoriquement, c'est tout ce qu'on peut dire. Je ne peux pas aller plus loin que ça. L'appareil à la RMN, voilà, c'est ça. Dans la fac de chimie, vous avez un appareil, malheureusement, qui ne fonctionne pas. Mais dans le plateau technique, il y a un appareil qui fonctionne. Donc, plus tard, si vous allez faire un master ou un doctorat, vous pouvez analyser vos échantillons. Bien sûr, il y a un opérateur qui va vous faire l'analyse parce que c'est un instrument qui coûte très cher et l'étudiant généralement n'a pas accès à cet appareil. Donc, bien sûr, on introduit l'échantillon ici et d'une manière générale, voilà de quoi est fait l'appareil de RMN. Donc, son principe, c'est ça. On a un générateur d'ondes radio. Donc, les fréquences pour que le noyau, il change de sens par rapport au champ magnétique qu'on lui applique. Donc, l'aimant hadaya, c'est donc nord et sud. C'est lui qui représente le champ magnétique. Donc, l'échantillon, on l'introduit dans un tube. Il faut qu'il soit soumis au champ magnétique et on va lui envoyer des ondes à cet échantillon. Et s'il y a résonance, on va détecter une radiofréquence et donc on aura un spectre. Donc s'il y a inversion de spin, on a un spectre. Donc généralement dans un appareil RMN,
on a un champ magnétique et on a un générateur d'ondes radio pour les appliquer à l'échantillon. Qui dit échantillon dit noyau. Donc, l'échantillon, il est placé dans un tube de verre entre les deux pôles de l'aimant. L'échantillon, il est exposé à une radiofréquence constante dans le champ magnétique d'intensité variable. Donc, le champ magnétique, son intensité varie avec le temps, alors que la fréquence envoyée, elle est constante. Et lorsque le champ magnétique atteint une intensité spécifique, là, certains noyaux vont absorber de l'énergie. Et c'est à ce moment-là qu'on a la résonance de ce noyau. Donc, lorsque le champ magnétique va atteindre une intensité spécifique, certains noyaux vont absorber de l'énergie et on a résonance. Cette absorption va induire un très faible courant électrique qui va circuler dans la bobine réceptrice entourant l'échantillon et on a un pic qui va apparaître. Le pic ou le spectre qui va sortir, il aura cette allure-là. Donc, voilà un spectre RMN. Vous avez une échelle des ordonnées. Elle donne la valeur du déplacement chimique en ppm, des parties par million. Ça va de 0 à 8 en RMN du proton. En RMN du carbone, c'est une autre échelle. Et là, vous avez l'intensité des pics. Soit ils sont grands, soit ils sont petits. Et à l'intérieur, les pics, ils sont comment? Ils sont soit un seul signal, soit deux signaux identiques, soit trois, la même région. Donc, on verra tout à l'heure comment est caractérisé le pic de l'échantillon. Et tout à fait au début, à la valeur 0 ppm, on a TMS. TMS, c'est une référence. C'est le tétraméthylsilane. On va voir pourquoi on a choisi cette référence. Donc, voilà l'allure d'un spectre de RMN. Donc, ce qu'on va apprendre, c'est quoi? C'est que vous avez l'éthanol, par exemple, CH3, CH2OH. Donc, comme c'est la RMN du proton, ce qui va nous intéresser, ce sont les protons qui sont dans la molécule. Vous avez 3 protons liés au carbone, 2 protons liés au deuxième carbone, et vous avez un proton qui est lié à l'oxygène. Donc, vous avez 3 types de protons. Le premier type, le deuxième, le troisième. Voilà pourquoi on a 3 signaux. Donc, 3 types. Ça varie entre 1 et 3,6. Donc, le but de ce cours, c'est de montrer ces 3 protons, ils vont sortir dans quelle région? Est-ce que Hadouma ou la Hadouma? Ces 2 protons, ils vont sortir où? Est-ce que Hana ou Lana ou Lana? Et est-ce que ce proton, c'est celui-là ou celui-là, celui-là? Vous ne pouvez pas me dire, puisqu'il y a 3 protons Hadouma, je vous dirais, mais là, qu'il y a 2 protons, voilà le doublé. Donc, c'est pas comme ça, c'est pas par rapport au nombre, c'est par rapport à l'environnement, au type de proton. Donc, vous avez 3 types de protons, on a 3 signaux. Et le but de ce cours, c'est d'identifier les signaux Hadouma, ils appartiennent à quel type de proton. Avant de parler de type de proton, on va